Nous allons aborder du coup notre troisième plateau, donc avec la lutte pour l'égalité homme-femme. Mais avant, j'aimerais que nos amis de la mission jeunesse nous fassent un petit mot, si vous pouvez vous présenter. Oui, bonjour, moi je m'appelle Maxime Kessial, je suis chargé de mission à la mission jeunesse, c'est une petite équipe de 10 personnes. On travaille au conseil départemental, à la direction générale, et on déploie des actions en direction des jeunes, particulièrement nous, notre cible c'est les 11-29 ans, et voilà, garçons, filles, tous les gens qui habitent en Haute-Garonne, c'est notre public. Et je suis accompagné de ma collègue. Bonjour, moi c'est Lisa Moufle, je suis service civique à la mission jeunesse et je suis ambassadrice du plan départemental par et pour les jeunesses, donc j'assure la démarche d'aller vers les jeunes. Donc votre action en 2 mots, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? La mission jeunesse, en fait, c'est un service qui est un peu récent, qui a été créé en 2019. Le but, c'est d'essayer de décloisonner un peu les actions que le conseil départemental pouvait avoir en direction des jeunes. Et notre principe, c'est particulièrement d'essayer de nous adresser à tout le monde, autant en zone urbaine qu'en zone rurale, et donc d'être mobile et de nous déplacer. Concrètement, on fait quoi ? On a 3 actions principales, on en a un plus, mais je vais citer 3 actions principales. La première, c'est un site internet qui s'appelle go31.fr. Sur ce site, on recense des infos, des bons plans dans diverses thématiques qui sont destinées aux jeunes du département. C'était regroupé en fait à un même endroit toutes les infos pour les jeunes Haut-Garonnais et Haut-Garonnaises. La deuxième action qui nous tient particulièrement à cœur, c'est une bourse d'aide au projet pour les jeunes. Alors je profite d'être à l'antenne pour le dire. Si vous êtes jeune, que vous avez entre 11 et 29 ans, nous, on a une aide qui peut aller jusqu'à 4 000 € et un accompagnement pour des projets d'utilité sociale. Ça ne marche pas pour la création d'activités économiques, mais tous les autres projets, par contre, contactez-nous, n'hésitez pas. Et la troisième action, et je finirai là-dessus, c'est une instance de concertation pour les jeunes qui s'appelle le groupe Miroir Jeunes. Le principe, c'est qu'on pose des thèmes, qu'on ouvre à la discussion et on dit aux gens qui ont entre 11 et 29 ans, venez nous donner votre avis sur ces thèmes-là. Et pourquoi cette tranche des 11-29 ans, justement ? Est-ce qu'il y a une raison spécifique ? Oui, les politiques publiques, elles sont souvent sectorisées. C'est-à-dire qu'il va y avoir des politiques pour les 11-14, puis pour les 14-17, puis pour les 18-25. Mais il y a rarement des politiques publiques qui s'adressent à tout le monde. Ce qui fait que les jeunes, ils sont mis dans des petites cases et du coup, le temps qu'ils comprennent qu'il y a un dispositif qui leur est destiné, ils sont devenus trop vieux, ils ne peuvent plus y avoir accès. Et donc là, on s'est dit, on va essayer de résoudre ça en faisant un dispositif le plus large possible. Alors, c'est pas évident parce que du coup, il faut qu'on parle aussi bien à des collégiens qu'à des gens qui sont limite insérés professionnellement avec un travail. Il faut qu'on arrive à adapter, nous, le discours et puis aussi nos outils pour parler à tout le monde, quoi. Bon. Eh bien, on va pouvoir continuer notre tour de table, voir qui est présent avec nous, hein, puisque bon, de toute façon, nous on a passé l'âge donc d'être bénéficiaires de votre action. Moi c'est bon, je pourrais y rentrer encore. Bien. Qui avons-nous ici ? Mais bonjour, du coup, moi je suis Nora Guilbeault, je suis juriste au CIDFF. Le CIDFF, c'est le Centre d'information aux droits des femmes et des familles. Donc nous, on est sur le CIDFF de Haute-Garonne. Le CIDFF, c'est une association dont le but est de promouvoir l'égalité femmes-hommes. Et ça, du coup, on le fait de différentes manières. On va proposer en fait surtout un accompagnement global. Avec, on a un service insertion pour inciter et aider à accompagner à l'insertion professionnelle des femmes comme des hommes. On a également un service juridique pour informer, travailler sur l'accès aux droits, et notamment pour les personnes qui sont victimes de violences conjugales. C'est aussi notre cœur de métier, la question des violences. Et on va aussi informer et sensibiliser de manière collective, en informant dans les milieux scolaires, par le biais de formations aussi dédiées aux professionnels, etc. Très bien. Et à notre gauche, qui avons-nous ? Oui. Oui, bonjour. Moi, c'est Youn Lemoyle. Je travaille à la FEV. Et du coup, la FEV, c'est Association pour la Fondation étudiante en ville. Et du coup, nous, notre travail, c'est de favoriser l'engagement étudiant et les transferts de compétences des facultés vers les quartiers populaires. Et du coup, on est une asso nationale. Et du coup, sur le pôle de Toulouse, on a pas mal d'actions. Le gros de l'association, c'est l'accompagnement à la scolarité, c'est-à-dire que le mentorat, c'est-à-dire que l'idée, c'est de trouver des étudiants bénévoles qui s'engagent 2 heures par semaine auprès d'enfants qui ont besoin d'un accompagnement dans leur scolarité 2 heures par semaine. D'accord. On a aussi des colocations solidaires qui sont sur le quartier de la Rainerie. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir des loyers modérés. Et en contrepartie, on s'engage bénévolement dans des associations sur la Rainerie. Il y a aussi à Toulouse qui est très développé, des interventions dans les collèges où on a beaucoup de services civiques
qui interviennent dans les collèges, notamment avec le conseil départemental, pour faire des ateliers contre les discriminations. Et moi particulièrement, je travaille sur un petit programme qui s'appelle le Social Truck. Et du coup, j'ai un petit camion style food truck, sauf qu'on vend rien. Mais du coup, l'idée, c'est de faire des animations de rue, des ateliers contre les discriminations, de faire vivre des temps dans les quartiers populaires à différents temps. Notamment, cette semaine, on était pas mal sur les marchés de Rennery et Bellefontaine. D'accord. Voilà, je passe la main à Fatima. Bonjour, alors moi c'est Fatima, je suis actuellement en service civique à la FEV et voilà dans le groupe du Social Truck. Et voilà. D'accord. Bien. Dans le cadre de cette réflexion qu'on voulait entamer avec vous sur la lutte pour l'égalité homme-femme, il y avait un truc tout bête en fait qu'on a souvent entendu. Oui, j'ai eu droit encore cette année le 8 mars, bonne journée de la femme Noémie. Donc justement, pourquoi il y a encore cette confusion où on a du mal à comprendre que le 8 mars c'est la lutte pour le droit des femmes et non pas la journée de la femme? Alors pourquoi cette confusion? Bonne question. On se la pose tous les ans, je pense. C'est vrai que c'est assez... alors je trouve quand même que plus ça va et moins il y a de confusion, ce qui est quand même plutôt positif. Mais c'est vrai qu'on essaye quand même toujours de faire entendre que le 8 mars, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et voilà, l'idée c'est quand même de faire un peu un état des lieux de ce qui se passe et essayer de voir quelles actions on peut mettre en place à ce moment-là. Mais voilà. Pourquoi concrètement les gens pensent que c'est la journée de la femme? Ça, je pense que c'est plutôt une question marketing et je ne saurais pas trop y répondre. Non, mais au-delà de ça, c'est pour rappeler que c'est quand même une lutte de tous les jours, que c'est pas seulement une journée dans l'année. Justement, par rapport à ce 8 mars, peut-être un petit mot sur comment s'est passée cette année la manifestation à Toulouse, peut-être? Oui, du coup, nous, au CIDFF, on est allé à la manifestation. C'était plutôt sympa. Disons qu'il y a eu plein de monde. C'était vraiment super intéressant parce que du coup, il y avait plein de cortèges différents et ça fait aussi du bien. Ça fait plaisir de sentir qu'on est un peu tout ensemble, toutes et tous ensemble dans cette lutte-là. Donc voilà, ça fait du bien d'avoir ces temps-là de convivialité et de rassemblement. Un petit mot, peut-être? Oui, alors moi je ne suis pas allé à la manifestation, mais j'étais en cours. Mais du coup, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est pas mal de libérer un peu les volontaires en service civique qui avaient envie de prendre un temps pour aller manifester s'ils en avaient envie. Et que nous, en tout cas sur le programme avec notre petit camion, le Social Truck, je pense que Fatima sera plus à même de raconter ce qu'on a fait. Mais du coup, c'était plus de faire des temps de sensibilisation ou d'information sur les marchés de Bellefontaine mercredi matin et jeudi matin sur le marché de la Rennery. Et du coup, là, sur notre petit camion qui est au village des associations, on réexploite, on réutilise un peu les animations qui ont été faites mercredi et jeudi dernier. Tu peux nous en dire un petit mot peut-être, Fatima? Alors comme il a dit, on fait des animations en fait sur des stands de vie de quartier, donc dans les marchés à la Rennery, à Bellefontaine, dans les quartiers populaires. Et voilà, on fait des animations sur des thèmes différents. Enfin, ça dépend en gros la thématique abordée. Et voilà, là c'était cette semaine, voilà, c'était sur le droit de la femme par rapport au 8 mars. Donc voilà, on a fait plein d'animations, plein de petits jeux, voilà, par rapport à tout ce qui se fait. Oui. Oui, sur le stand de la FEV, là, je suis passé tout à l'heure, j'ai vu que vous aviez un jeu particulier. Est-ce que vous pouvez décrire ce jeu, s'il vous plaît? Parce que j'ai testé pour vous, justement. J'y suis passé, on a testé. Il y a un jeu de cartes qui est super intéressant. Alors, tu nous disais au départ, quand on s'est arrêté, que vous aviez pris comme base un jeu déjà existant, mais que je ne connaissais pas, pour le jeu des cartes, sur l'histoire des droits de la femme. Qu'il faut remettre dans l'ordre. Alors, s'il faut expliquer, parce que je trouvais que ça c'était très intéressant. On y restait un petit moment parce qu'il y en a quand même pas mal de cartes à remettre dans l'ordre et il faut trouver vraiment les dates, dater ça. Alors explique parce que c'est vrai que c'est intéressant. Oui, alors du coup il y avait principalement deux animations, trois même, donc moi j'en raconte une et tu expliques les deux autres, Fatima. Alors ce jeu de cartes, du coup c'est des volontaires comme Fatima qui l'ont réalisé il y a 2 ans, juste avant le premier confinement. C'était même une dernière animation avant de passer 2 mois à la maison.
Du coup, l'idée, c'est de reprendre un jeu de société qui s'appelle le Timeline, où il faut remettre des inventions dans l'ordre. L'invention de la machine à écrire, l'invention de l'automobile, l'invention, enfin bref, plein d'inventions qu'on remet dans l'ordre. Et là, l'idée, c'était de réexploiter la mécanique du jeu. Du coup, les volontaires avaient pris en France, depuis la Révolution française, des grandes dates sur le droit des femmes que l'équipe de volontaires trouvait pertinent, et différentes dates. Après, ils ont fait des petites cartes sur ordinateur avec des petites images et juste la date, par exemple, Déclaration universelle des droits de la femme d'Olympe de Gouges, juste ça. Du coup, il faut les remettre dans l'ordre sans... Pas la date, justement. Non, justement, on ne sait pas, on a juste plein de cartes comme ça avec le droit de vote, avec des petits visuels qui peuvent induire en erreur des fois, parce qu'on a l'impression qu'ils sont plus récents, alors que non, en fait. Non, c'est pas si évident. Et du coup, selon nos représentations, on les remet un peu dans l'ordre. Et puis quand on pense que c'est à peu près bon, on retourne les cartes. Et là, on a un petit descriptif qui détaille un peu plus, et on a la date. Et ce qui permet de savoir en quelle date il y a eu tel droit. Et du coup, l'idée, c'est d'apprendre, parce que ça fait 2 ans que ce jeu existe et personne n'a eu tout bon. Oui, non, mais 5 fautes sur je sais pas combien de cartes, mais bon. Mais du coup, l'idée, c'est d'amener la discussion. Quand on fait de l'animation de rue, ce qu'on essaye de faire avec le Social Truck, c'est qu'on fait des petits jeux qui durent 2, 3, 4, 5 minutes, parce que les gens, ils n'ont pas forcément de temps, ou s'ils l'ont, ils peuvent rester 1 heure s'ils veulent, mais globalement, sur un marché, on va plus acheter ses légumes. Et du coup, c'est juste de prendre un petit temps et qui amène à la discussion. C'est juste un prétexte pour parler. Oui, surtout que le jeu, on le fait comme on l'a fait là, on était plusieurs en même temps à le faire et à donner nos avis et à se creuser les méninges pour se souvenir de ce qu'on a pu apprendre, ce qu'on a pu lire, ce qu'on a pu retenir. Et c'est vrai que du coup, ça avait une vraie réflexion autour d'un jeu et j'ai trouvé ça vraiment super. Oui. Et puis du coup, la mécanique fait que ça marche très bien avec les enfants, ça marche très bien avec les adultes, ça marche vraiment avec tout le monde. Il y avait, juste pour un exemple, il y a une demi-heure, mon collègue Romain, il était avec 2 étudiants algériens et que du coup, ils ont passé 1 demi-heure à discuter sur le jeu et du coup, ils avaient l'air de pas mal discuter, que c'était pas mal chouette, quoi. Mais du coup, Fatima, qu'est-ce que vous avez préparé d'autre? Alors, on a préparé un autre jeu, c'est plus un quiz avec des questions-réponses, concernant toujours le droit des femmes, tout ce qui touche aux femmes en général, par rapport au sexisme, à la discrimination, par rapport à tout ça. C'était un petit quiz sur ça. Et on a fait aussi un petit jeu sur des phrases chocs qu'on peut entendre comme ça dans la vie de tous les jours, quand on se fait aborder ou du sexisme. Et voilà, on a fait un petit peu un jeu sur ça. Excusez-moi. Donc oui, on a écrit des phrases chocs et avec des réponses derrière de ce qu'on pourrait donner, comment répondre à ce genre de Oui, c'est dans l'idée que les gens s'approprient en fait ces moyens-là après pour pouvoir, comme tu disais, les phrases de choc, pour pouvoir répondre après. Exactement. Si ces personnes sont confrontées, je suppose, à ce genre de remarques. Oui, voilà, c'est ça exactement. Et pour rebondir sur l'autre jeu qui soulève une question intéressante, c'est aussi la place des femmes dans l'histoire, parce que souvent on étudie les grands hommes de l'histoire, mais jamais les grandes femmes. Donc c'est peut-être aussi un moyen en tant que femme, nous se réapproprier aussi peut-être des choses, notamment peut-être pour les plus jeunes par rapport à ça, et de pouvoir s'identifier à des personnages ou à des dates et se dire ok, on a fait partie de ça à un moment donné. C'est marqué, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Il est vrai. Et t'as vu, je fais bien le pied de micro. Mais tu peux t'en servir du micro pour parler dedans. Du coup, pour revenir sur cette question de l'égalité, on a souvent entendu que l'égalité entre hommes et femmes était la grande cause du quinquennat. Aujourd'hui, votre ressenti à vous autour de la table, qu'est-ce que c'est par rapport à cette grande cause maintenant qu'on arrive au bout des 5 ans? Bon, pour le coup, ça va être un peu brutal, mais on le voit pas trop. La grande cause du quinquennat, c'est
pas trop présents. C'est vrai qu'il y a toujours un problème de visibilité quand même de cette cause-là. Et c'est ça qui, en tout cas à mon sens, qui fait que voilà, c'est compliqué ensuite derrière de mettre des actions en place, de faire en sorte que ça soit présent dans le débat politique ou autre, parce qu'il y a ce manque de visibilité-là. Et très clairement, les violences, elles sont toujours autant présentes, même si c'est la grande cause du quinquennat. Le sexisme, il est toujours autant présent, les discriminations, les stéréotypes aussi. Du coup, déjà, de base, c'est pas quelque chose qui diminue en 5 ans, mais là, voilà, encore plus aujourd'hui, on repère pas forcément de grandes différences. Oui, c'est pareil, la mission jeunesse, on n'a pas vu d'énormes différences, mais on a quand même des facteurs d'espoir. Là, on a eu, par exemple, plusieurs projets sur cette bourse Initiative Jeunesse qui a été créée en 2019, elle est récente, début 2020, elle a à peine 2 ans d'existence. Et on a eu plusieurs projets en direction des droits des femmes, qui favorisent les droits des femmes. On a eu un premier projet qui était des jeunes femmes qui voulaient mettre en avant les figures de femmes oubliées dans l'histoire, un projet qui s'appelait 25%, qui est un très chouette projet, avec du très beau graphisme. C'était posté sur Instagram des portraits de femmes qu'on devrait connaître, qui devraient être dans les manuels d'histoire, qui n'y sont pas. Donc 25%, pourquoi ? Parce que c'est la place des femmes dans les livres d'histoire. 25% de femmes, 75% d'hommes. Donc un projet très chouette. Et là, actuellement, depuis peu, en fait, on a de nouveaux projets qui arrivent, de jeunes. Je pense notamment à l'association Meissa, qui est une asso qui vient de se créer, portée par 6 jeunes femmes, et qui publie sur TikTok des petits clips de 1 minute pour lutter contre le sexisme ordinaire. Ça répond un peu à ce que tu disais tout à l'heure. Donc lutter contre ça et essayer de, par l'humour, retourner en fait ce que les mecs balancent aux femmes dans la rue. Voilà. Donc on voit ces petits projets. Alors ça, effectivement, c'est pas une politique publique grande cause du quinquennat, et bon, on est sans doute loin de là, mais moi je trouve qu'il y a de l'espoir que ça avance. Oui, il y a quand même des modes d'action qui sont mis en place au niveau peut-être des collectivités plus qu'au niveau de l'État en lui-même. Et puis alors après, même en dehors de ça, nous on intervient dans les milieux scolaires surtout sur la question des stéréotypes et de comment se construisent les violences et comment le sexisme se construit. Et c'est vrai qu'on remarque quand même qu'il y a une évolution même dans la mentalité des jeunes, parce que du coup, de par les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui se discutent aussi dans ces espaces-là. Et du coup, ça permet d'arriver d'arriver auprès de jeunes qui sont parfois déjà sensibilisés à ces causes-là. Et ça donne quand même pas mal d'espoir. C'est plutôt cool. Alors du coup sur la grande cause du quinquennat, moi je sais pas trop, j'imagine qu'il y a des choses qui ont été faites, en tout cas je pense que dans plusieurs pays de l'Union on a un ministère de l'égalité et pas encore dans notre pays. Je pense que c'est pour être quelque chose qui pourrait faire évoluer pas mal de choses. Globalement, je trouve que quand même dans la société il y a des choses qui évoluent, notamment avec MeToo et plein d'autres choses qui se passent. J'ai l'impression que d'un point de vue sociétal, ça évolue, il y a quand même des choses qui changent. Après, est-ce que c'est dû à la politique gouvernementale ? Je sais pas. Pas tant peut-être. En tout cas, il y a des choses qui ont été faites. Hein. Je suis pas sûr d'être le mieux placé pour savoir vraiment ce qui a été fait. Mais oui, je pense que ça évolue un petit peu. Mais je pense que c'est plus dû à la société, de comment nos mœurs, nos manières d'agir, nos manières de penser évolue, mais je ne suis pas sûr que ce soit une politique gouvernementale tant que ça, quoi. Alors, nous avons un ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Voilà, donc okay. Il y a un portefeuille dans le gouvernement, quoi. Ça existe. Après, moi, il me semblait que c'était un secrétariat d'État. Non, c'est un ministère. C'est un ministère. C'est un ministère. Ça existe. Bon, ça a le mérite d'exister. Bon, ça a le mérite d'exister, exactement. Voilà. Après, on va laisser le temps de juger, de l'efficacité de ce portefeuille. Je voulais enchaîner là sur on voulait enchaîner donc sur une initiative qui est menée chaque année, qui s'appelle le Train pour l'égalité de la Fondation des femmes. Qui est dernièrement passé par la gare de Matabio, il s'est arrêté le 1er mars en gare de Matabio. Le centre d'information des droits des femmes et des familles était partenaire donc de l'événement. Donc est-ce que vous pourriez nous en dire plus à ce sujet ? Oui, on était partenaire. En fait, c'était un train du coup qui était effectivement mis en place par la Fondation des femmes, qui traversait du coup plusieurs villes où l'intérêt c'était d'avoir des acteurs locaux dans chaque ville. Donc nous, le CIDFF de Haute-Garonne, on était présents.
Et en fait, c'était un train qui avait différents wagons en fonction des thématiques, donc wagon sexualité, insertion, violence. Nous, on était présents sur l'insertion et la violence. Et voilà, c'est vrai que c'était assez intéressant parce que du coup, ça permettait aux gens de venir poser des questions, de venir s'informer, etc. Et d'ailleurs, vous avez parlé d'un petit jeu tout à l'heure et ça m'a fait penser à ça aussi. Sur le wagon violence, on a mis en place un petit jeu où voilà, il y avait des situations et on essayait de... en fait, les gens devaient détecter les violences qui étaient présentes dans les situations et puis voilà, essayer de voir un peu à quelle infraction ça correspondait pour se rendre compte aussi qu'il y a des violences du quotidien qu'on vit qui sont quand même répréhensibles pénalement. Parce que bon, ça, c'est le petit côté juriste qui parle, mais voilà, c'est quand même important parfois de s'en rendre compte. Et voilà, c'est vrai que c'était plutôt quand même une bonne initiative qui permet d'ouvrir un peu sur tout ce qui se passe au point de vue local sur ces questions-là. Est-ce que pour vous tous autour de la table, c'est ça un peu la solution, c'est vraiment faire feu de tout bois pour faire un peu passer le message, entre guillemets? Est-ce que pour vous tous autour de la table, c'est vraiment ça la solution, faire feu de tout bois concernant donc pour faire passer un peu le message sur l'égalité femmes-hommes, notamment avec un train qui s'arrête en gare de Matabio? Nous, au conseil départemental, on essaie de coordonner un peu ces actions, de les valoriser. On a une cellule, en fait, une mission départementale à l'égalité des femmes et des hommes qui coordonne au niveau du conseil départemental, qui essaie de mettre en avant toutes les actions que les différentes directions du conseil départemental mènent dans ce domaine-là. Et notre but, c'est d'essayer de faire connaître en interne, de convaincre tous les collègues de s'unir en fait pour lutter contre les discriminations faites aux femmes, et en externe d'avoir une vigilance un peu plus forte quand c'est une femme qui porte un projet. Se rendre compte, par exemple, là je ne l'ai pas dit, mais sur la bourse Initiative Jeunesse, on a aidé 41 projets sur les 3 dernières années, et on s'est rendu compte dans les stats, en faisant des stats, qu'il y avait quand même plus de projets portés par des garçons que par des filles, et ça nous pose question parce que la population générale, il y a plus de femmes que d'hommes, 51-49, donc il devrait y avoir plus de projets portés par des femmes que par des hommes, et on se rend compte que c'est pas le cas. Donc on s'est rendu compte de ça cette année en faisant les évaluations, et donc notre rôle cette année, c'est d'essayer de parler un peu plus aux femmes en fait. Et aussi, du coup, dans nos techniques, de développer de l'aller vers, c'est-à-dire d'aller dans les endroits où il y a des jeunes femmes et de leur dire oui, c'est possible. Et que ce ne soit pas des gens comme moi, 40 ans, mecs, blancs, qui portent ce message-là, mais aussi d'avoir des jeunes femmes motivées, mobilisées pour le faire. Je ne sais pas, peut-être Lisa, sur l'aller vers. Ouais, donc moi je suis service civique et donc nous on assure la démarche d'aller vers, c'est-à-dire qu'on va vers les jeunes. Donc c'est plus facile que les jeunes soient abordés par des gens peut-être jeunes, et c'est aussi on travaille en binôme. J'ai une collègue aussi en service civique, donc on est 2 filles et on va sur tout le territoire pour parler de tous ces projets, et notamment en parler à ceux qui seraient le moins touchés et qui iraient le moins facilement vers ce type de projet ou ce type d'espace de concertation. Et donc c'est donner la chance à tout le monde de pouvoir discuter avec nous et puis peut-être s'investir dans quelque chose de plus concret. Et justement, vous parliez qu'il y avait plus d'hommes qui étaient concernés par cette bourse pour les nouveaux projets, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est pas lié aussi au fait qu'on a toujours des fois dit aux femmes que c'était plus compliqué pour elles ou qu'elles n'y arriveraient pas, qu'elles n'auraient pas les facultés? Est-ce qu'il n'y a pas derrière une histoire aussi d'éducation, de choses qu'on a inculquées et que passivement, nous, en tant que jeunes filles, on a assimilé en fait? Sans doute que oui, moi je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'éducation, parce qu'il n'y a aucune autre raison. C'est-à-dire dans notre communication, elle est non genrée. C'est-à-dire là j'ai un fly avec un mec, mais en fait on a fait 3 flyers différents. Un fly avec un garçon, un fly avec une fille et un fly avec un garçon et une fille dessus. D'âge différents à chaque fois et dans des contextes un peu différents. Donc même dans notre com, on a réfléchi sur vraiment être non genré. On s'est fait accompagner là-dessus par nos collègues de l'égalité femmes-hommes pour vraiment faire attention au discours qu'on passe. Donc nos discours à nous, c'est pas ça qui pose problème. C'est sans doute que les femmes ne s'autorisent pas en fait aussi facilement qu'un mec à envoyer un petit mail en disant salut, j'ai entendu parler de cette bourse, est-ce que l'idée que j'ai, ça peut correspondre ou pas? C'est juste ce premier pas-là. Déjà à ce premier pas-là, on a l'impression qu'il y a un peu plus de mecs que de filles qui le font, donc il faut aider les jeunes femmes en fait, leur donner plus envie, à aller les chercher un peu plus en fait. Et quand vous allez à leur rencontre, typiquement, elles vous font part de ces difficultés peut-être? Elles vous en parlent de ça ou pas du tout? On n'a pas encore rencontré des jeunes filles qui nous parlaient de ça. C'est vrai que souvent, ils nous parlent du fait qu'ils ne connaissent pas ces dispositifs-là, mais hommes ou femmes confondus. Mais les filles, non, elles ne nous en parlent pas forcément. Mais moi, je pense que c'est lié, oui, à notre socialisation durant notre enfance, mais aussi durant notre construction, quoi.
Moi, je suis complètement d'accord. C'est ce qu'on essaye en fait justement de travailler avec les jeunes et les moins jeunes aussi. La question des stéréotypes de genre en fait qui vont nous construire parce que on a des stéréotypes du coup qui sont présents absolument partout dans les médias, sur les réseaux sociaux, la publicité, l'éducation aussi, que ce soit à l'école, au travail. La famille, tout ça en fait nous construit et forcément c'est beaucoup plus difficile aussi pour les femmes d'aller dans un espace où on ne se sent pas représenté particulièrement. Alors là je ne suis pas sûre que ce soit le cas, hein, mais de manière générale c'est quelque chose qui va nous limiter nous, parce que voilà on a toujours peur de comment les autres vont réagir et les stéréotypes de genre, pour le coup, nous restreignent très clairement dans notre quotidien. Et ça, c'est la grosse problématique et c'est ce pourquoi justement on essaye de lutter contre ça et on essaye de faire comprendre aux gens qu'il existe ce type de stéréotype, qu'il existe ce type de mécanisme pour essayer de les déconstruire, entre guillemets, pour arriver à quelque chose un peu plus égalitaire où tout le monde peut faire ce qu'il souhaite aussi. Tout le monde peut aller vers ce qu'il souhaite. Oui. Du coup, nous, à l'association, ce qu'on essaie de faire, notamment avec dans le champ éducatif, avec les bénévoles et les volontaires en service civique, parce qu'on est quand même assez nombreux sur Toulouse. Du coup, l'idée, c'est quand même de faire beaucoup de formations, notamment sur les rapports de genre qu'on fait plutôt en octobre. Parce que nous, on travaille plutôt sur une année scolaire de septembre à juin. Et du coup, de comment sur des modules de formation pour les volontaires en service civique qui interviennent dans les collèges, qui interviennent auprès de bénévoles, d'enfants, et du coup pour essayer de favoriser un peu cette égalité. Ensuite, on fait quand même pas mal d'actions autour du 25 novembre pour les violences faites aux femmes et pas mal aussi sur le 8 mars, notamment la semaine prochaine avec les volontaires en service civique où on a ce qu'on appelle nous dans notre jargon des rencontres métropolitaines où on réunit tous les salariés et tous les volontaires en service civique, ça fait quand même une centaine de personnes et là la thématique la semaine prochaine c'est sur l'égalité de genre, avec l'entrée du 8 mars et que l'idée on prenne ce temps pour discuter un peu de ça et l'idée c'est de mettre aussi essayer de faire sur un pied d'égalité les salariés et les volontaires en service civique parce que c'est quand même globalement un problème de société et que on est tous et toutes concernés là-dessus et donc voilà, nous on essaye de faire un peu des formations, des temps d'échange et pour essayer de déconstruire au mieux et de faire avancer un peu cette lutte quoi. Qu'il y a quelque chose, apparemment il y a un phénomène qui met beaucoup de temps à se résorber, c'est l'inégalité salariale. C'est 26% je crois ou 30%, je ne sais plus le chiffre précis. Alors, mais en général on dit que dans une journée de 9h à 17h à 15h40 les femmes arrêtent d'être payées pour donner sur l'année ce que ça peut représenter. Voilà, ça chambre du côté de la régie. Est-ce que le combat contre les inégalités hommes-femmes gagne petit à petit, s'accentue aussi du côté social en fait? J'en prends pour exemple donc la journée du 8 mars où la première prise de parole, je crois que c'était une salariée, donc une ancienne salariée des EHPAD Orpea justement, qui racontait la façon dont les pensionnaires étaient traités, mais aussi la façon dont la main-d'œuvre était traitée. Donc, est-ce que c'est quelque chose, un champ sur lequel vous travaillez vous aussi, quelque part, le raccordement vers la problématique sociale? Nous, justement, on fait des formations à destination des professionnels, donc dans des structures privées, des entreprises, des associations ou autres, et on va notamment faire une formation sur les violences sexuelles et sexistes au travail, mais aussi sur l'égalité professionnelle. Et c'est vrai que ça permet de faire ressortir pas mal de choses parce que du coup forcément les gens font le lien avec leur propre structure et du coup on essaye d'aborder toutes ces problématiques là. Pourquoi est-ce que dans les entreprises, donc dans le milieu du travail, il y a cette inégalité, d'où est-ce qu'elle vient, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre comme action pour essayer de la contrer un petit peu et pour rétablir une égalité. Mais voilà, on essaye petit à petit d'aller un petit peu dans ce champ-là. Même s'il n'y a pas que les inégalités salariales, mais ça reste quand même un élément important. Mais voilà, du coup, on essaye par ce biais-là, le biais de la formation, d'aller dedans.
Pas d'autres questions, votre honneur? Une autre question, il me le prend au dépourvu. Non, pour rebondir sur la question du travail, notamment qui est féminin, souvent aussi par rapport à tout ce qui va être plus compliqué pour l'embauche, peut-être aussi souvent. Enfin, moi, je sais que par exemple, j'ai 28 ans, j'arrive dans une phase où je peux potentiellement avoir une famille, donc on peut avoir des employeurs qui sont plus critiques. Ah. Oui, Cédric, je ferai ça. Non, mais voilà, il y a vraiment cette question-là aussi sur l'embauche des femmes. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, on va dire, va dans le bon sens? Les patrons, par exemple, je pense notamment avec peut-être la mise en place du télétravail, sont peut-être moins farouches à ça ou pas du tout? Pour le télétravail, franchement, je ne sais pas si ça va aider ou pas. Parce que le problème, du coup, après, c'est pour toutes ces femmes qui vont devoir s'occuper des enfants, potentiellement à la maison ou autre. Enfin, en fait, derrière, il y a d'autres problématiques qui vont se construire. Après, c'est vrai qu'il y avait un index égalité femmes-hommes qui a été mis en place dans les entreprises pour essayer de regarder un petit peu à quel niveau d'égalité était la structure. Bon, c'est pas pour autant que ça fonctionne énormément, mais je ne sais pas si... Ouais, il y a d'autres choses. En fait, il faudrait aussi peut-être faire des campagnes de promotion un peu plus fortes sur le congé parental pour les hommes. Moi, perso, j'ai pris un an de congé parental. C'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Ça m'a permis, pour le deuxième enfant, en fait, d'avoir du temps avec lui, ce que j'aurais pas pu faire. Ça a été une année particulière qui a permis à ma femme de construire sa carrière professionnelle à un moment où, pour elle, justement, elle était dans la question d'une première embauche un peu stable. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de campagnes de promotion sur le congé parental pour les hommes, en fait. C'est aussi dire congé parental, c'est pas que pour les femmes, c'est aussi pour les hommes et le tambourini. J'aimerais voir en fait des 4x3 qui soient là-dessus. Peut-être que du coup ça permettrait d'équilibrer aussi les temps, l'investissement des hommes dans la vie familiale. Oui, et aussi ça revient sur la question de l'égalité salariale, parce que si les femmes et les hommes étaient payés au même niveau, on dirait pas, vu que c'est toi qui as un salaire plus élevé, c'est toi qui vas travailler et moi je reste à la maison. Voilà, je place ça là. C'est bon, moi Est-ce que vous, dans la mesure où on se pose la question un petit peu de l'évolution justement de la lutte sous toutes ses formes, est-ce que vous avez l'impression que ces thèses et ces principes commencent à gagner l'ensemble des classes sociales, j'ai envie de dire? Est-ce qu'on peut... parce que souvent le stéréotype consiste à dire que ce genre d'idée, c'est le fait, je veux dire, de classe sociale plus aisée, plus instruite entre gros guillemets. Est-ce que on peut désormais parler, ou toujours parler, de l'existence d'un féminisme populaire entre guillemets? Désolé pour l'adjectif, mais j'en ai pas d'autre sous la main. Vaste question. Oui, merci de l'avoir posé. Si vous manquez nous, c'est vrai. Il n'y a qu'à demander. Ouais. Après, c'est vrai que nous, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a vraiment tous les types de profils, toutes les classes sociales. On intervient auprès de toutes les classes sociales aussi. Et après, sur la question des violences, parce que c'est surtout notre cœur de métier, on a vraiment cette conscientisation, en tout cas, de la présence de violence, de sexisme, etc., parmi tous les individus, en tout cas qu'on reçoit, donc vraiment de toutes parts. Moi, j'ai bon espoir. En tout cas, je pense qu'il faut en avoir pour le coup. Mais oui, je pense que c'est quelque chose qui se développe vraiment de plus en plus et qui est présent un petit peu partout. Après, la réalité du terrain, je ne veux pas non plus sonner chez chaque personne. Mais je pense quand même que malgré tout, c'est de plus en plus présent et pour toutes les classes sociales. Une des solutions que les collectivités locales essaient de développer, c'est de promouvoir en fait des dispositifs de lutte contre les discriminations de genre dès le plus jeune âge. En Haute-Garonne, il y a par exemple le parcours laïque et citoyen, c'est intervenir dans tous les collèges. Alors c'est à la fois sur la laïcité, mais c'est aussi sur la citoyenneté. Et à ce titre-là, toutes les actions de prévention contre les violences sexistes, il y a énormément d'associations en Haute-Garonne qui passent par le parcours laïque et citoyen et qui interviennent dans les collèges grâce à ces financements. Donc nous, on pense qu'en intervenant en fait sur la population dès le plus jeune âge, le collège, mais même avant, on va générer des générations entières de gens qui, quelle que soit la classe sociale à laquelle ils appartiennent ou ils appartiendront, seront sensibles à cette question-là. Il y a plusieurs actions qui ont été menées par des assos. Je cite par exemple celle d'Artemisia, qui est une association locale de Haute-Garonne qui est intervenue dans les crèches, qui a fait une action qui s'appelle Égalité-Crèche pour mesurer l'attention que pouvaient avoir par exemple des assistantes en crèche sur un petit garçon qui pleure ou une petite fille qui pleure. Est-ce qu'elles ont la même attention tournée vers une fille qui pleure et un garçon qui pleure? Les études ont montré que
non en fait. Si c'est un garçon qui pleure, on lui prêtera plus d'attention et en plus on pensera que c'est parce qu'il a mal ou qu'il n'est pas bien, alors que si une petite fille pleure, on va penser que c'est parce qu'elle fait son intéressante ou voilà. Donc, ce travail qui est fait dès la crèche, il est poursuivi dans le cadre des projets éducatifs de territoire dans plein de collectivités, et pour nous, le conseil départemental qui sont en charge des collèges, on le développe aussi dans les collèges. Je pense que si tout le monde s'y met et que vraiment on en parle dès le plus jeune âge, la génération qui arrive, elle n'aura pas le même rapport à ça que nous on peut avoir. Moi j'ai 40 ans, qu'on peut avoir à 40 ans. À 40 ans, moi j'entends encore des remarques sexistes. Je fais du sport, dans le secteur du sport, dans mon domaine, le football. Ça arrive très souvent en fait encore qu'il y ait des oh t'es pas une femmelette, oh t'es une femmelette, ou des réflexions de ce type-là. Je pense que la génération de nos enfants, ces blagues-là passent au moins en fait. Voilà. Donc on est en train de gagner ce combat, mais il va falloir encore peut-être une génération entière pour y arriver. Oui, pour une histoire de classe sociale, peut-être, je sais pas, je pense pas. Peut-être que ça s'exprime différemment. Mais en tout cas, moi, juste sur un partage d'expérience où ça fait quand même quelques années que je travaille dans les quartiers populaires et je viens pas de là. Moi, j'ai grandi dans un village de 600 habitants au bord de la mer en Bretagne. Il n'empêche que je suis quand même à chaque fois surpris de se dire est-ce que ça va choquer, est-ce que ça va surprendre, comment ça va être perçu. Et en fait, à chaque fois, notamment où nous on fait de l'animation dans l'espace public, dans la rue, mais la manière dont on discute avec les gens et des discussions et de comment ça se passe, c'est sûr qu'on entend des choses des fois qui sont pas terribles, mais je suis pas sûr que ce soit réellement différent en centre-ville, et que je pense que les choses elles évoluent pas mal et que peut-être que ça s'exprime différemment en fonction des classes sociales, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, moi ce que je peux voir sur les quartiers du Mirail ou aux Isards, tout ça, c'est que mine de rien, ça parle et c'est quand même un truc de société et que ça concerne pas mal de monde, je pense. Pour rebondir aussi sur ce que tu dis, souvent, grâce aux associations notamment qui viennent parler de ça dans les milieux scolaires, souvent les enfants après rapportent ça à la maison, donc ça crée du débat à la maison, donc du coup ça enrichit encore plus ce qui peut se dire, etc. Donc je pense que c'est vraiment important pour les associations de se placer sur ce créneau justement de tout ce qui est éducatif, et que c'est peut-être le rôle des associations d'intervenir dans ces milieux-là. Et sur cette question-là aussi, moi je pense que tout le monde s'en saisit un peu à sa manière en fait, peu importe les classes sociales ou autres. Et l'idée c'est qu'il y a vraiment plein de portes d'entrée pour entrer dans ce type de féminisme-là. Et c'est aussi intéressant le fait que chacun choisisse sa porte et en fonction de ce qui lui parle le plus, pour qu'au final voilà, on arrive toujours au même résultat, mais voilà, l'interprétation est peut-être parfois un peu différente, mais on est quand même tous pour la même chose, on va dire.